Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Code in Game. On s'attaque à un puzzle classique facile, détective PeeCaptcha, épisode 1. L'énoncé est le suivant, on va nous donner en entrée un labyrinthe, et dans ce labyrinthe, il faudra calculer pour chaque case le nombre de cases adjacentes. Si ici, je suis sur la première case, le nombre de cases adjacentes à celle-ci, c'est 1, c'est la case à droite. Si je suis positionné sur cette deuxième case, le nombre de cases adjacentes serait 3, celle de gauche, celle d'en bas, celle de droite. En effet, petit détail, les cases en diagonale ne sont pas à prendre en compte. Donc ici on voit les cases vides, ce sont les cases bleu clair, et on voit les murs, ce sont les cases bleu foncé. En ce qui concerne nos données d'entrée, on a la largeur qui nous est donnée du labyrinthe, on a sa hauteur, et enfin ici on a une boucle for qui va nous permettre d'instancier chaque ligne de ce labyrinthe. Donc pour i allant jusqu'à la hauteur du labyrinthe, on nous donne les lignes qui le composent dans une chaîne de caractères. Faisons un print des lignes qui nous sont données pour voir à quoi elles ressemblent. Donc je vais lancer le premier test, on va avoir la sortie console. Alors, les lignes sont composées de 0 et de dièse. Les 0 représentent les cases vides et les dièses représentent les murs. Pour résoudre cet exercice, on va parcourir chaque caractère de chaque ligne, un caractère représentant une case, et on va déterminer le nombre de cases adjacentes. Donc je supprime le print et on va pouvoir s'attaquer à la partie code. Je vais commencer par instancier une liste, donc la variable grid sera une liste, et ça sera notre labyrinthe. Chaque ligne de notre grille sera en fait cet input, donc ça sera le nombre de colonnes qui constituent cette ligne avec les murs et les cases vides. Ici, je vais ajouter à ma liste chaque ligne. Pour parcourir notre labyrinthe, il va nous falloir deux boucles for. La boucle for i ici va nous permettre de parcourir les lignes, et la boucle for j in range width va nous permettre de parcourir les colonnes qui sont dans une ligne. Donc maintenant, je vais instancier ma première variable nombre de cases adjacentes que je mets à 0. Donc à chaque fois qu'on fera un tour de boucle for j, on la remettra à 0, puis on recalculera les cases adjacentes pour la case qui est à la coordonnée ij. Donc ici, j'instancie un tuple. Ce tuple, il a deux valeurs. La première, c'est la ligne à laquelle on se trouve. La seconde, c'est la colonne. Petite précision ici, en mathématiques, on a l'habitude de noter les coordonnées d'un point avec x et y. X représentant l'axe des abscisses et y représentant l'axe des coordonnées. Il faut comprendre ici que cette notation est inversée. En effet, i représente nos lignes. Donc, on se balade sur l'axe des ordonnées. J représente les colonnes que l'on va parcourir. On se balade sur l'axe des X. Donc la notation, elle est inversée. Cela étant dit, on peut poursuivre notre code. Donc l'idée, c'est quand on rencontre un mur, on affiche un dièse. Quand on rencontre une case, on affiche le nombre de cases adjacentes. Donc on va traiter le premier cas quand on rencontre un mur. Donc si grid de ij est égal à dièse, alors on affiche un dièse. Et sachant qu'il faut que le résultat soit indiqué en ligne, ici on va retirer le caractère de retour à la ligne, on le mettra à la fin de la boucle i. Et donc seconde condition, ça sera le calcul de nos cases adjacentes. Avant de poursuivre, je remarque que mes vieux démons sont de retour. En effet, je mélange le français et l'anglais. Donc ici, je vais renommer ma variable coordonnée coordinates et je vais renommer ma variable nombre de cases adjacentes en nombre neighbor cell. Comme ça, on harmonise le code. À présent, incrémentons number neighbor cell avec le résultat de notre méthode personnelle calculate number neighbor cell, à laquelle on va envoyer un paramètre grid, donc notre labyrinthe, coordinates, la largeur et la hauteur. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire le print. Donc print str de number neighbor cell, donc autrement dit le nombre de cases adjacentes. Et comme pour le dièse juste au-dessus, on va retirer le paramètre de retour à la ligne et on clôture notre print. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de créer la méthode calculate number neighbor cell. Donc, on va la créer dès maintenant, calculate number neighbor cell, à laquelle on a envoyé notre labyrinthe, nos coordonnées, notre largeur de labyrinthe et notre hauteur. Pour une meilleure visibilité,
je vais recréer les variables i et j, donc je vais récupérer i de coordinates 0 qui représente le numéro de la ligne à laquelle on est, et je vais recréer j qui est dans coordinates 1 qui représente le numéro de la colonne à laquelle on est. Enfin, je vais réinstancier number neighbor cell et je vais l'initialiser à 0. Maintenant, on peut s'intéresser à nos conditions pour pouvoir faire en sorte que notre méthode calcule bien le nombre de cases adjacentes à la case qui lui est envoyée. Avant de poursuivre dans le code, simulons nos conditions dans le labyrinthe. Imaginons qu'on est ici en 0, 2. On veut étudier les voisins qui sont à gauche et à droite pour le moment. Ceux-ci se trouvent en j-1 et en j+1. Donc on a un voisin ici en 0, 1 et un voisin ici en 0, 3. Par conséquent, sur les colonnes, donc de gauche à droite, cette case-là en 0, 2 a deux cases adjacentes, celle en j-1 et celle en j+1. Maintenant, regardons ce qui se passe si nous étions sur la première case, en 0, 0. Si nous faisions j-1, on serait en dehors du labyrinthe. Il faut bien retenir ça, car du coup, on va l'inscrire dans notre condition. On ne peut pas regarder à gauche si j est égal à 0. De même, si j est égal à la longueur du labyrinthe moins 1, ici notre labyrinthe il fait 5 de largeur. Donc si j était à l'index 4, il n'y aurait pas de case à droite. Il faut bien le retenir car ça aussi on va l'inscrire dans nos conditions. Maintenant regardons ce qui se passe pour les lignes. Admettons que nous soyons en 1, 1. On va regarder au-dessus et en dessous, donc en i-1 ou en i+1, et on constate bien que la case 1, 1 a deux voisins, un voisin en i-1 et un voisin en i+1. Donc elle a deux cases adjacentes. Que se passerait-il si nous étions ici? Donc i égale 0. On regarde les cases au-dessus. Ah, il n'y en a pas, on est en dehors du labyrinthe. Donc il va falloir prendre en compte cette situation, comme pour j, quand i est égal à 0. Mais de même, il va falloir prendre en compte quand i est égal à la hauteur du labyrinthe moins 1. En effet, ici, le labyrinthe fait 3 de hauteur. Donc quand i est à l'index 2, il n'y a pas de case en dessous. Donc il faudra bien garder cela en mémoire pour écrire nos conditions. Et d'ailleurs, à présent, on peut aller les coder. On a 4 situations à prendre en compte. La case du dessus, la case du dessous, la case de gauche et la case de droite. Regardons pour la case du dessus. Donc si en i-1, la valeur est égale à 0, c'est qu'on a une case vide. En effet, si je suis ici, je vais regarder la case au-dessus, elle est en i-1. On va ajouter un number neighbor cell plus 1. Petite chose à prendre en compte, on avait dit que si nous étions en 0, il n'y avait pas de case au-dessus. On va l'ajouter ici, donc si i est supérieur à 0 et que en i-1, la case est égale à 0, alors il y a une case voisine. Reprenons notre condition. Pour la case du bas, cette fois-ci, on va regarder la case qui est en i+1. Et en ce qui concerne i, il va falloir qu'il soit inférieur à la hauteur du labyrinthe moins 1. Donc i doit être inférieur à la hauteur du labyrinthe moins 1. En effet, je répète, ici la hauteur est de 3. Si i était à l'index 2, donc à 3 moins 1, 2, à ce moment-là, il n'y aurait pas de case en dessous. Donc on doit bien s'assurer que i est inférieur à la hauteur du labyrinthe moins 1. On peut passer à l'étude des cases à gauche et à droite. Donc cette fois-ci, on va se déplacer en j. Donc pour la case à gauche, on regarde en j-1. Pour rappel, quand j égale 0, il n'y a pas de case à gauche. Donc on va écrire cette condition. Il faut que j soit supérieur à 0 et que la grille en i et en j-1 ait pour valeur un 0. À ce moment-là, ça veut dire qu'on a une case vide et du coup, on peut ajouter 1 à nos cases adjacentes. Enfin, étudions la case de droite. Donc, je reprends le bout de code ici. Il faut cette fois-ci que j soit inférieur à la largeur moins 1. Reprenons l'exemple ici. J est égal à 4. La largeur fait 5. Donc, quand j est en 4, il n'y a pas de case à droite. Donc, il faut au moins que j
soit inférieur à la largeur du labyrinthe, moins 1, donc que j soit au maximum égal à 3, pour cet exemple. Donc ici, on va regarder en j plus 1, si la case est égale à 0, et si tel est le cas, alors à ce moment-là, on ajoute 1 au nombre de nos cases voisines. Récapitulons. On nous donne la largeur et la hauteur du labyrinthe, j'instancie une grille, cette grille, je lui insère les lignes, et ensuite pour i et j, on va être donc à la coordonnée ici ij, donc 0, 0, puis 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Donc pour chaque coordonnée, on regarde si à la case ici, on nous donne un dièse. Si c'est le cas, on affiche un dièse. Sinon, on calcule le nombre de cases voisines. Pour cela, on passe dans notre méthode et on regarde en haut, en bas, à gauche et à droite. Et bien à présent, on supprime ce print ici qui ne nous sert plus et on va pouvoir passer les tests. Lançons le premier test. Et ça ne passe pas car j'ai oublié le return. Donc return number neighbor cell. Et je sais également que j'ai oublié le retour à la ligne après ma boucle for j. Réessayons. Ça passe. Alors lançons tous les tests en croisant les doigts. Certains tests sont longs à passer parce que les grilles sont de plus en plus grandes et je ne suis pas certain que mon code soit totalement optimisé. Mais bon, tranquillement, mon code fait son petit bout de chemin. C'est parfait, on peut soumettre. Et c'est un 100%, l'exercice est résolu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 11e vidéo sur les puzzles classiques faciles de Code in Game. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la disliker. Enfin, vous pouvez me laisser un petit commentaire et partager cette vidéo si celle-ci vous a vraiment plu. Dans le prochain épisode, on s'attaque à Détective Picaptcha épisode 2. Et d'ici là, soyez malins comme un renard.